Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour un tout nouvel épisode d'Actu Mondial avec un sommaire plutôt chargé qu'on va analyser ensemble et détailler petit à petit tout au long de la vidéo. Vous aurez derrière le sommaire sur la barre de chargement YouTube également, mais en gros aujourd'hui on va parler des prochaines Coupes d'Europe qu'en tout cas l'UEFA prévoit pour 2027. On va parler aussi du Mondial 2030, on va parler d'un jeune prodige français qui explose en ce moment et qui sera très intéressant à court moyen long terme pour l'équipe de France. On va parler aussi d'équipes en difficulté, d'une info qui nous a bien fait sourire quand même et ce qui s'est passé hier soir. Et après on terminera sur, de l'autre côté de l'océan, un point de vue sur l'Inter Miami de Messi qui est actuellement en grande difficulté. Je vous rappelle que je ne peux pas parler de toute l'actualité mondiale en une seule vidéo, il y a tellement de choses à dire, forcément ça prendrait 3 ans. Mais si jamais il y a des infos importantes que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire pour que je ressorte dans les prochains jours un nouvel épisode d'Actu Mondial pour en parler justement et en débattre avec vous. Et puis je rappelle que cette chaîne n'est pas uniquement faite pour les fans du football espagnol, du Real, du Barça, etc. Même si c'est de base les thèmes de préférence et privilégiés de la chaîne, mais cette chaîne tend à s'ouvrir à un maximum de clubs et de football étranger. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide en tout cas à récompenser mon travail. L'UEFA songe à recréer la Super League qui de base avait été imaginée par Florentino Pérez et ses collègues avant que certains, voire les 3/4, se mettent à se désolidariser face aux menaces de la FIFA et de l'UEFA. Mais globalement aujourd'hui, même si le projet de la Super League est en suspens, l'UEFA souhaite bien recréer un modèle où justement ils vont pouvoir développer leur essor économique, les droits TV, les sponsors, attirer les investisseurs et lutter forcément contre l'Arabie Saoudite ou les pays comme ça qui investissent massivement et qui viennent à voler les pépites mais aussi les joueurs expérimentés au niveau européen. Alors même si de base la Ligue des Champions l'année prochaine va changer de format comme vous savez tous avec un plus gros format de phase de poule, avec des grosses qualifications, phase finale, tout ça comme d'habitude, avec des tours en plus, là d'ici 2027 voire 2028 on aurait un format avec 3 Coupes d'Europe différentes qui seraient composées de 18 équipes qui du coup s'affronteraient dans un gros championnat où il n'y aurait plus de phase finale mais simplement le vainqueur serait le premier à la fin des 34 journées. On aurait donc un système aussi de montée-descente entre la Super League, l'Europa League et l'Aspiring League, ce qui du coup déjà mettrait encore plus de barrières à l'entrée pour certaines grosses équipes de certains championnats qui n'auraient pas accès de base à ces compétitions-là. Du coup, à voir comment les gens pourraient rentrer à partir de l'Aspiring League pour ensuite monter au bout de quelques saisons forcément dans un système de montée-descente jusqu'à la Super League. Mais la Super League sera à mon sens extrêmement fermée où tu auras très peu de petites équipes qui pourront y briller et forcément ça va entraîner plus de déséquilibre. Alors oui, tu vas pouvoir avoir un plus gros level avec plus de grosses équipes qui s'affrontent régulièrement, mais du coup tu vas surcharger le calendrier de la plupart des joueurs qui déjà entre les clubs et les sélections, compétitions nationales et internationales sont déjà sous l'eau, jouent 70 matchs par saison. Là tu rajouterais en tout 34 matchs quasiment, c'est absolument énorme. Sachant que la Ligue des Champions de base, si tu comptes les 6 matchs de phase de poule et après à la limite les 2 matchs de 8e de finale, c'est à peu près ce que vont jouer les gros joueurs en général. Et il y en a que très peu qui vont jouer les quarts, les demi toutes les saisons. Donc là tu vas quand même multiplier par énormément, par 4 en tout cas en général, le nombre de matchs qui vont jouer dans la saison. Au niveau européen, donc c'est absolument énorme. Au final tu sacrifies le projet de Pérez de la Super League en disant que c'est pas une bonne chose pour au final recréer quelque chose qui est fait que pour l'argent, qui va être encore plus sélectif et élitiste et honnêtement je trouve pas ça non plus très ouf. Surtout quand t'as plus cette phase finale avec les éliminatoires tout ça qui ajoute quand même du sel et de la tension. Là si t'as des équipes qui sont vraiment au-dessus du lot, au bout de quelques journées le championnat va être décroché et ne va pas être totalement fou. Du coup est-ce que d'après vous l'UEFA doit faire ça ou rester sur le modèle de base même si déjà l'année prochaine ce modèle là va changer? J'attends vos avis en commentaire. En tout cas personnellement je suis pas emballé par la formule. Quand tu sais que déjà les joueurs sont fatigués, perdent en qualité en termes de football tout ça au fur et à mesure de l'année, c'est compliqué. En parlant de choses compliquées, le Mondial 2030 en tout cas qui va représenter le centenaire de la compétition organisée pour la première fois en 1930, il y a du coup presque 100 ans aujourd'hui et qui avait été remporté par l'Uruguay eux-mêmes. Aujourd'hui la FIFA a pété un plomb. On a la candidature du Maroc, du Portugal et de l'Espagne qui a été accepté pour co-organiser cet événement qui du coup est ultra symbolique et qu'on attend tous les 4 ans et qui est quand même la plus prestigieuse compétition du monde. Sauf que aujourd'hui ils ont décidé pour le centenaire de laisser l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay organiser les premiers matchs d'ouverture. Ça veut dire qu'il y aura 3 matchs en Amérique du Sud et tout le reste des phases de poule ainsi que la phase finale avec notamment la finale qui sera jouée en Espagne au Santiago Bernabéu, tout sera joué en tout cas sur 3 continents différents. Du coup, t'imagines que les 3 équipes, ou du moins les 6 équipes, qui vont se déplacer pour les matchs d'ouverture, dont notamment les pays organisateurs, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Tu as aujourd'hui, au niveau écologique, un impact qui va être catastrophique et surtout, tu ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'organiser ça dans 3 continents. Déjà,
Faire ça dans 3 pays différents, c'est déjà un peu aberrant, mais ça se comprend par rapport aux co-organisations, les moyens mis en place pour être sûr en tout cas d'avoir la candidature. Pour 2026, t'as les États-Unis, le Canada et le Mexique qui sont ensemble, mais je veux dire déjà que 3 pays différents, c'est déjà compliqué. Alors en plus maintenant tu le fais dans 6 pays différents et 3 continents différents. Entre ceux qui vont se déplacer en Amérique du Sud, qui vont revenir, qui auront le jet lag, qui vont devoir faire des dizaines d'heures d'avion pour aller et venir, et qui vont du coup avoir du temps pour récupérer, qui seront pas au sommet pour la suite de la phase de poule, tout ça, bah je suis désolé, mais pour moi c'est vraiment une idée catastrophique. Soit tu la fais en Amérique du Sud, soit tu la laisses en Europe et en Afrique, mais terminé, tu fais pas ça dans les 3. C'est une décision qui est déjà très critiquée, mais en tout cas bravo encore au Maroc, à l'Espagne et au Portugal pour l'organisation, mais désolé, l'Amérique du Sud n'a rien à foutre là-dedans. Le PSG a été humilié par Newcastle en Angleterre avec en tout cas une lourde défaite 4-1, qui est la plus lourde défaite du PSG en phase de poule sous l'ère QSI. Ils ont été faits en tout cas avec Luis Enrique, qui sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions a quand même subi énormément de revers. Un 4-0 contre le PSG à l'époque, un 3-0 contre la Juventus et maintenant un 4-1 contre Newcastle, même si entre temps c'est vrai qu'il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Le jouer à l'extérieur pour Luis Enrique contre une belle équipe, ça lui réussit pas pour l'instant. Ils ont quand même réussi un bon résultat la dernière fois contre Dortmund, mais là le PSG a montré aujourd'hui toutes leurs limites. À quoi ça sert de sacrifier Messi et Neymar de ton effectif, de rajeunir ton effectif avec en plus des joueurs français comme Barcola, Kolo Muani, Dembélé, acheter aussi une belle pépite portugaise comme Gonzalo Ramos, tout ça, renforcer un milieu de terrain avec Ugarte, etc. Si au final tu n'as pas de leader au milieu, tu n'as pas de leader technique, et surtout si ta composition, qui de base était coupée en deux à l'époque avec le trio offensif Neymar, Messi et Mbappé qui revenaient pas défendre, pour qu'aujourd'hui tu instaures un 4-2-4 pour mettre Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Dembélé et Mbappé ensemble, pour qu'au final l'équipe ne ressemble à rien. À eux 4, ils n'ont tiré que 2 fois au casse, du moins 2 tirs cadrés seulement. Mbappé, il était transparent. Dembélé, depuis qu'il est arrivé, toujours pas un but marqué. Kolo Muani, il est pas forcément très ouf. Gonzalo Ramos, c'est peut-être le meilleur des 3 derniers que j'ai cités, parce que Mbappé, c'est quand même celui qui les sauve depuis le début. Mais globalement, ça a pas marché. Il n'y a pas eu de mouvement, t'as pas eu de collectif, en tout cas, de lien entre ces 4-là. Ils ont laissé le milieu de terrain, Zaïre Emery et Ugarte, totalement tout seul, qui étaient bouffés par l'impact physique et le collectif de Newcastle à qui manquait quand même 3-4 titulaires importants. Et ça montre aussi que l'entraîneur Eddie Howe a offert en tout cas un collectif incroyable, qu'avec les titulaires et les remplaçants, avec les présents et sans les absents, il a réussi à créer un collectif qui joue hyper bien en tout temps, qui a été huilé, qui a montré simplement ce que c'est la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, qui a peut-être joué en étant un peu trop confiant, avec un effectif qui était désordonné, qui n'était pas solidaire et qui a rien proposé en termes d'envie, d'impact et de créativité. Le Paris Saint-Germain, t'avais à part Donnarumma qui était totalement abandonné par la défense mais qui aurait pu mieux faire quand même sur le 3e but notamment. Zaïre Emery, c'est le seul qui a montré de la personnalité avec aussi Lucas Hernandez, mais les autres comme Mbappé, comme Marquinhos, ils ont totalement volé en éclats, tu vois. Il aurait pas dû accepter le but, du coup le 2e, parce qu'il y avait une main notamment de Newcastle sur l'action qui était revue par la VAR en plus de ça, mais bon, globalement, le PSG ne méritait absolument pas, même pas d'égaliser, de revenir au score, ou de se battre pour la victoire, c'était pathétique. Du coup c'est un signal, est-ce que pour vous le Paris Saint-Germain peut toujours se réveiller avec Luis Enrique, trouver la compo idéale? Est-ce qu'ils ont l'effectif pour aller loin en Ligue des Champions? Là de ce qu'on a vu, contre un Newcastle qui était pourtant loin d'être favori avec les absents tout ça, et qui fait pas un bon début de saison globalement en première ligue, est-ce que vous pensez que c'est une leçon qu'ils doivent retenir pour s'améliorer en vue du match contre le Milan et les futurs adversaires s'ils arrivent à se qualifier en 8e de finale? Je pense quand même qu'ils se qualifieront, mais personnellement, avec un niveau comme ça, je pense pas qu'ils iront plus loin que les 8e ou les quarts de finale, suivant contre qui ils vont tomber bien sûr. Le prodige Mathys Tel éclabousse l'Europe de son talent en seulement 10 apparitions, toutes compétitions confondues, en étant quasiment pas titulaire derrière Harry Kane forcément. Il a déjà marqué 6 buts et pour ses 2 premiers matchs de sa carrière en Ligue des Champions, il a marqué déjà 2 buts cette saison en seulement 16 minutes de jeu. On a un jeune, les amis, aujourd'hui, qui est bien meilleur à mon sens que les Marcus Thuram, que les Kolo Muani, que les attaquants globalement qui jouent en équipe de France en pointe. Pour moi, le futur de l'équipe de France, dès l'Euro 2024, ça doit être Mathys Tel. Pour l'instant, il ne peut pas être titulaire parce qu'il y a Harry Kane en tout cas devant lui dans la hiérarchie. Mais s'il y avait un système à 2 attaquants de pointe, il serait largement titulaire. Le mec qui joue titulaire ou quand il rentre, il marque tout le temps. Et un attaquant de peu importe l'âge, et peu importe l'expérience, qui attire autant les ballons, qui se positionne aussi bien, qui fait aussi mal à n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle compétition et n'importe quelle circonstance, et qui est aussi complet pour marquer et aussi intelligent pour bien combiner et se positionner, pour moi je suis désolé, mais là on a un joueur qui est extrêmement spécial. Le mec attire toutes les occasions, il s'en procure en seulement quelques minutes, peu importe qu'il joue au Bayern et qu'il joue n'importe où, pour moi c'est un joueur qui sait se mettre en évidence. Parce que pourquoi
dans le Bayern ou n'importe quelle équipe où il a pu jouer, pourquoi d'autres joueurs plus âgés, plus expérimentés ou soi-disant meilleurs n'ont pas fait aussi bien en termes de statistiques que lui, avec aussi peu de temps de jeu. S'il a ces résultats, c'est que c'est pas pour rien. Et pour moi, il a un grand talent qui, bien sûr, mériterait d'être titulaire pour être peaufiné bien plus, avec plus de temps de jeu, tout ça, parce qu'il peut passer des paliers ultra vite. Mais pour moi, Mathys Tel a un profil tellement complémentaire, tellement complet, que Didier Deschamps serait fou de ne pas l'amener à l'Euro en 2024. Et sans puissance, en technique et tout ça, franchement, il est ultra complet, il peut encore passer des paliers énormes au contact des meilleurs joueurs du Bayern, de l'équipe de France, tout ça. Et pour moi, avec un bon encadrement, mais il peut aller très très loin. Après, forcément, on peut pas faire des grosses projections sur les prochaines années, on peut toujours se tromper, tout ça. Mais pour moi, je suis certain qu'un jour, Mathys Tel plantera facile 30, 40 ou peut-être 50 buts dans la saison en étant titulaire dans un gros club, et dans le cas quand il aura la confiance qu'il mérite. Parce que globalement, vu ce qu'il est capable d'apporter, vu ce qu'il est capable de foutre comme bordel par rapport à toutes les défenses adverses, franchement, je vois pas qu'est-ce qui peut l'arrêter dans le futur quand il aura atteint son prime ou un peu plus de maturité dans son jeu. La polémique, Lamine Yamal qui m'a en tout cas fait extrêmement sourire dans le match entre Porto et Barcelone. Lamine Yamal a quitté le terrain sans dire un mot, en tout cas pendant 9 minutes de jeu en seconde mi-temps, ce qui a laissé le Barça à 10 pendant tout ce temps, qui aurait pu prendre des buts parce qu'en plus Porto n'a pas démérité, a lutté aussi contre un arbitrage un peu compliqué au niveau des fautes, au niveau pourquoi pas des pénaltys qui n'ont pas été accordés, etc. Même s'il y a toujours des polémiques là-dessus, mais Lamine Yamal en tout cas a quitté le terrain pendant que le Barça prenait une soufflante surtout en deuxième mi-temps, même si la première mi-temps était déjà assez équilibrée et problématique pour le Barça, qui a marqué sur un cadeau finalement de Porto, mais globalement Porto qui aurait pu accrocher mieux qu'une défaite bien entendu, a vu Lamine Yamal partir parce qu'il avait une gastro-entérite. En gros, il est parti aux toilettes pendant quelques minutes et vu qu'il ne revenait pas, Xavi a dû agir et le remplacer par Marcos Alonso. Et forcément, ça nous fait sourire parce que le pauvre gamin qui venait en plus de battre le record en gros du joueur le plus jeune à jouer un match de Ligue des Champions avec 16 ans et 2 mois ou je sais plus combien de mois, mais globalement, c'est quand même sourire. Mais globalement, ça nous fait quand même sourire de voir ce genre d'anecdote, tu vois, parce que tu penses pas voir ça en pro en général. Surtout que s'ils avaient pris un but pendant ce temps-là, la faute professionnelle de Lamine aurait été quand même importante. Si t'as des douleurs au ventre ou à des moments, même s'il a commencé à partir, je crois, durant une pause fraîcheur, en même temps, tu dis à ton coach, je peux pas, j'ai mal au bide, si t'as pas le temps d'aller chier et revenir, tu vois. Fais-toi le remplacer, t'as déjà joué 1 heure de jeu, c'est déjà plutôt suffisant. Si tu prends un but pendant ce temps-là, qui peut-être, imagine, dans une situation un peu chaotique, te coûte la qualification à 1 point ou 2 points près, alors que tu menais au score, franchement tu peux t'en mordre les couilles de ce genre de situation. Messi en MLS est en très grande difficulté parce qu'actuellement l'Inter Miami doit se passer de Messi qui aura apparemment une fatigue musculaire assez importante depuis son dernier retour de sélection. Il a manqué les 3-4 derniers matchs et à chaque fois l'Inter Miami a quasiment pris des soufflantes énormes par rapport à ses adversaires. Le dernier match de la nuit dernière s'est soldé sur un 4-1 contre Chicago qui pour l'instant est en très bonne position pour se qualifier ou accrocher du moins les playoffs. Actuellement l'Inter Miami est dans les bas-fonds du classement, possède encore 3 matchs à jouer, dont notamment contre Charlotte aller-retour qui sont juste derrière eux au classement et encore un contre Cincinnati qui est premier du groupe et déjà qualifié et déjà assuré d'être premier de cette phase de groupe là. Mais globalement l'Inter Miami, même s'ils peuvent encore accrocher quelques points pour espérer accrocher la première phase de playoff et pas directement la phase de playoff tout court, un petit peu mal embarqué parce que devant t'as quand même New York City, t'as quand même différentes équipes comme Montréal, tout ça qui peuvent encore passer, qui ont encore des points à aller chercher sur leurs 2 dernières journées et aujourd'hui l'Inter Miami doit faire un sans faute. Sauf que battre les premiers sans potentiellement Messi qui sera pas encore bien remis peut-être ce week-end et après aller chercher les 6 points contre Charlotte, ça semblerait en tout cas anecdotique avec Busquets, Alba et Messi de retour, mais globalement les 6 points suffiront pas si en face les équipes prennent seulement 1 point ou 2 et qu'ils ne battent pas Cincinnati. Donc l'Inter Miami a certes remporté un trophée en début de saison qui était le premier de leur histoire avec Messi qui a remporté une belle compétition, qui a été homme de la compétition, qui a fait un excellent parcours, qui a porté l'équipe, mais derrière l'autre jour ils ont perdu une autre finale de coupe alors que Messi était pas là. Donc forcément une finale gagnée, une finale perdue, c'est déjà pas mal quand même pour une franchise qui est assez récente finalement et qui se renforce de plus en plus, qui vise à avoir Luka Modric l'année prochaine, tout ça. Mais là aujourd'hui je pense que les playoffs ils partent de beaucoup trop loin pour les avoir et je pense que s'ils les ont, c'est vraiment du miracle. Je pense surtout qu'ils auront accès aux playoffs l'année prochaine quand l'effectif recommencera bien à zéro avec l'effectif qui est actuel parce que Messi ou pas malheureusement il est humain et l'âge en tout cas fait son cours et aujourd'hui la fatigue le rattrape et malheureusement ça fait des dégâts. Donc est-ce qu'à votre avis Messi pourra accrocher au dernier moment les playoffs avec l'Inter Miami ou pas du tout? J'attendrai tous vos avis en commentaire tout comme en tout cas sur toutes les news qu'on a traitées aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description comme Instagram et Twitter pour me parler en dehors des vidéos et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!